Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux psychédéliques à travers les travaux du journaliste et essayiste américain Michael Pollan. Il a écrit ce livre pour comprendre et faire comprendre comment certaines substances psychédéliques peuvent transformer durablement l'esprit, à la fois sur le plan personnel et thérapeutique. L'auteur ne fait ni l'apologie ni la promotion sauvage de ces substances. Il plaide pour une utilisation encadrée, clinique et réfléchie comme outil de soin. De mon côté, je me suis intéressé à ce sujet en tant que psychologue parce que, comme nous allons le voir, les psychédéliques ont pour effet, entre autres, d'augmenter la flexibilité psychologique, ce qui s'avère extrêmement utile dans bon nombre de difficultés psychologiques. Et même de façon plus générale, elle constitue un puissant outil d'introspection au service de la compréhension de soi et de la croissance personnelle. Pour autant, cet épisode n'a pour objectif que de vous partager une lecture que j'ai jugée intéressante. Il ne s'agit en aucun cas d'un encouragement à consommer des substances psychotropes, qu'elles soient autorisées ou interdites. J'en profite aussi pour préciser que les résultats thérapeutiques dont je vais parler ont été obtenus dans des cadres expérimentaux stricts, avec supervision et guidance par des professionnels formés. Ils ne sont absolument pas généralisables à ce qu'on obtiendrait par une utilisation personnelle non guidée. Enfin, en dehors de ces protocoles de recherche, l'usage de ces substances est aujourd'hui illégal aussi bien aux États-Unis qu'en France. Le prologue de l'ouvrage présente l'apparition, au milieu du XXe siècle, de deux molécules organiques révolutionnaires, à savoir le LSD et la psilocybine, dont l'impact a été comparé à celui de la bombe atomique en raison des énergies psychiques qu'elles ont libérées. Le LSD résulte d'une découverte scientifique fortuite par Albert Hofmann en 1938, alors que la psilocybine, utilisée depuis des millénaires par les peuples autochtones du Mexique, a été révélée à l'Occident en 1957 par Robert Gordon Wasson. Durant les années 1950 et le début des années 1960, la psychiatrie considérait ces substances comme des médicaments miracles pour traiter l'alcoolisme ou la dépression. L'Association américaine de psychiatrie avait même organisé des séminaires entièrement consacrés au LSD avant qu'une panique sociale ne mène à leur interdiction totale à la fin des années 60. L'un des concepts fondamentaux introduits dans le prologue, c'est celui du set and setting. Le set représente le cadre interne, donc l'état d'esprit et les attentes du sujet, tandis que le setting correspond au cadre externe, c'est-à-dire l'environnement physique et social de l'expérience. Contrairement à d'autres drogues, les psychédéliques produisent rarement les mêmes effets deux fois de suite, parce qu'ils ont tendance à amplifier ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la tête au moment de leur consommation. Concernant la sécurité, l'ouvrage souligne que la plupart des risques associés aux psychédéliques sont soit exagérés, soit imaginaires. Il est par exemple presque impossible de mourir d'une overdose de LSD ou de psilocybine, et ces drogues n'entraînent aucune dépendance physique, les animaux de laboratoire ne cherchant d'ailleurs pas à s'en administrer une seconde dose. Dans le domaine de la recherche en santé mentale, la psilocybine et le LSD demeurent les substances les plus étudiées par les scientifiques. Bien que le MDMA, c'est-à-dire l'ecstasy, offre des pistes très prometteuses, notamment pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique, la majorité des chercheurs ne la classent pas parmi les psychédéliques classiques parce qu'elle suit des chemins cérébraux différents. Michael Pollan explique son intérêt pour cette renaissance scientifique par trois facteurs clés. Premièrement, un article sur le soulagement de la détresse existentielle chez les patients cancéreux. Deuxièmement, une discussion sur la capacité du LSD à restaurer une perception enfantine et merveilleuse. Et troisièmement, une étude de l'université Johns Hopkins démontrant que la psilocybine provoque de manière fiable des expériences mystiques. Pour illustrer l'effet thérapeutique de ces molécules sur un esprit adulte rigide, on peut utiliser la métaphore suivante.
L'expérience psychédélique revient à agiter la boule à neige de notre cerveau. En perturbant temporairement les schémas de pensée habituels, qu'on appelle le réseau du mode par défaut, on en parlera plus tard, elles permettent à la neige de retomber selon de nouveaux motifs, offrant ainsi une réinitialisation de nos algorithmes mentaux. Le chapitre 1, intitulé Renaissance, identifie l'année 2006 comme le point de bascule historique où les psychédéliques sont sortis de leur long sommeil après des décennies d'interdiction. Cette renaissance repose sur 3 événements majeurs, 3 événements indépendants qui ont changé la donne scientifique, légale et culturelle. Donc le premier événement, c'était le centenaire d'Albert Hofmann. En janvier 2006, le chimiste suisse Hofmann a célébré ses 100 ans à Bâle lors d'un symposium réunissant 2000 spécialistes. Ce fut l'occasion de revisiter le mythe de la découverte fortuite du LSD en 1938 et de son premier trip accidentel en 1943. En 2006, Hofmann a réaffirmé sa vision du LSD comme un outil capable de fissurer l'édifice de la rationalité matérialiste et de réconcilier l'humanité avec la nature. Le deuxième événement, ça a été la brèche légale de la Cour suprême. Environ 5 semaines plus tard, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision unanime autorisant le groupe religieux Union du Végétal à utiliser l'ayahuasca dans ses rites. Cette décision, fondée sur la liberté religieuse, a créé une ouverture juridique inédite dans l'édifice de la guerre contre les drogues. Et le troisième événement, ça a été l'étude de Roland Griffiths à Johns Hopkins. L'événement le plus influent fut donc la publication d'un essai clinique rigoureux qui démontrait que la psilocybine pouvait provoquer de manière fiable des expériences mystiques ayant une portée spirituelle durable. Et Roland Griffiths, c'est un scientifique réputé pour son expertise sur les addictions. Et donc, il a apporté une caution scientifique indispensable à cette recherche. Les participants aux études de Griffiths ont qualifié leur expérience de psilocybine comme l'une des plus importantes de leur vie, comparable à la naissance d'un enfant. Au-delà du ressenti immédiat, des analyses de suivi ont montré des changements durables de la personnalité, notamment une augmentation du trait de personnalité de l'ouverture à l'expérience dans le modèle Big Five, très souvent utilisé en psychologie de la personnalité. Et cette augmentation, ce trait de personnalité, ça constitue un phénomène rare chez l'adulte. La transition entre la première vague des années 1960 et la Renaissance actuelle est incarnée par Bill Richards. Ce psychologue est le chaînon manquant ayant administré les dernières doses légales de psilocybine en 1977, avant de devenir le directeur clinique des nouvelles études à Johns Hopkins. Richards a également rédigé des recommandations pour les participants et les accompagnants. Et parmi ces recommandations, il recommande d'adopter un cadre interne d'ouverture à l'expérience. L'importance suprême de s'abandonner à l'expérience, aussi bizarre ou effrayante soit-elle, est rappelée en permanence. Pour comprendre cette renaissance, on peut imaginer la recherche sur les psychédéliques comme une rivière souterraine. Après avoir été contrainte de disparaître sous terre par le barrage politique et social des années 70, elle a continué de couler dans l'obscurité, nourrie par quelques pionniers clandestins, jusqu'à ce qu'elle trouve en 2006 les fissures nécessaires pour rejaillir à la surface avec une force renouvelée. Le chapitre 2 explore l'univers des champignons psilocybes, autrefois utilisés en secret par les Mazatèques au Mexique pour la guérison et la divination. L'auteur met en lumière la figure de Paul Stamets, un mycologue autodidacte qui considère le mycélium comme le réseau neurologique de la nature ou un Internet naturel capable de relier les espèces et de soigner les écosystèmes. Au passage, sachez que le plus gros organisme terrestre n'est ni une baleine ni un arbre, mais un champignon de 3,9 km de large et il est situé dans l'État de l'Oregon aux États-Unis.
Le récit retrace également la découverte de ces champignons par l'Occident via l'article de Robert Gordon Wasson dans le magazine Life en 1957, qui a révélé au grand public l'existence de ce qu'il appelait la chair des dieux. Stamets et Pollan discutent de la théorie du singe enivré de Terence McKenna, suggérant que l'ingestion de psilocybine par nos ancêtres aurait catalysé l'évolution de la conscience humaine et du langage. Stamets reconnaît qu'il sera difficile de le démontrer avec certitude, mais il estime plus probable qu'improbable que la psilocybine a joué un rôle central dans l'évolution humaine. Dans le chapitre 3, Pollan déconstruit le mythe selon lequel la recherche psychédélique aurait commencé et fini avec Timothy Leary. Avant Leary, durant les années 1950, le LSD était étudié comme un outil pour comprendre la psychose, avant d'être perçu comme un traitement révolutionnaire pour l'alcoolisme et les névroses. Des figures clés émergent comme Humphrey Osmond, qui a inventé le terme psychédélique, qui signifie manifestation de l'âme, ou bien Al Hubbard, un mystique et agent d'influence qui a initié les élites et perfectionné le cadre du set and setting en utilisant de la musique et des objets rituels. L'auteur décrit aussi l'influence des psychédéliques sur la Silicon Valley, où des ingénieurs utilisaient le LSD pour stimuler leur créativité et concevoir les futurs outils informatiques. Au niveau thérapeutique, l'auteur relate des résultats qui méritent que l'on s'y penche. Une étude d'Osmond et Hofer a traité plus de 700 patients alcooliques et dans près de la moitié des cas, le traitement a fonctionné. Les patients sont devenus sobres et le sont restés au moins plusieurs mois. Il y a aussi un article de synthèse de 1967 qui indique un taux de réussite de 70% dans le traitement de l'anxiété, de 62% dans celui de la dépression et de 42% dans les TOC. Le chapitre se termine sur la répression des années 1960, provoquée par la panique médiatique et les pitreries de Leary et l'association du LSD avec la contre-culture, ce qui a mené à l'interdiction totale de la recherche, malgré les résultats cliniques initiaux spectaculaires. Dans le chapitre 4, l'auteur décrit les expériences qu'il a lui-même vécues sous psychédélique, mais plutôt que de rentrer dans les détails de ce qu'il a vécu lui personnellement, j'ai choisi de vous retranscrire les traits communs qu'il a recueillis dans les milliers de témoignages qu'il a pu lire. Et donc ces traits communs sont au nombre de 6. Accrochez-vous, c'est là que ça devient un petit peu mystique. Alors le premier trait commun, c'est le principe d'unité à laquelle toute chose appartient, y compris soi, ce qu'on appelle parfois le grand tout. Le deuxième trait commun, c'est la certitude de ce qui a été vécu comme étant une expérience réelle et non pas une hallucination induite par les psychédéliques. Le troisième, c'est les sentiments de joie, de béatitude et de bien-être. Le quatrième, une transcendance des critères qui ordonnent le monde, comme le temps, l'espace, le moi et les autres. Cinquièmement, l'impression d'avoir approché quelque chose à la fois de sacré et de paradoxal, puisque quand le moi disparaît, la conscience subsiste, c'est un paradoxe. Et enfin, sixièmement, la conviction que l'expérience est ineffable et que des milliers de mots ne suffiraient pas à en rendre compte. Et ça, c'est la raison pour laquelle les 6 points que je viens de vous exposer pourront peut-être vous paraître abstraits. Le chapitre 5, intitulé Neurosciences, le cerveau sous l'emprise des substances psychédéliques, explore les mécanismes biologiques par lesquels les molécules psychédéliques transforment la conscience humaine. Les 3 molécules étudiées, donc psilocine, LSD et 5-MeO-DMT, sont des tryptamines, une classe de composés organiques présente partout dans la nature. Leur structure ressemble de façon frappante à la sérotonine, un neurotransmetteur essentiel. Les psychédéliques agissent en se liant spécifiquement au récepteur 5-HT2A, situé principalement dans le cortex cérébral, la couche du cerveau la plus récente sur le plan de l'évolution. Le LSD s'y fixe avec une affinité si forte que les récepteurs semblent se replier autour de la molécule pour la maintenir en place,
ce qui explique l'intensité et la durée de ces effets. Les recherches sur la sérotonine et le LSD sont étroitement liées depuis les années 1950. C'est d'ailleurs à la suite de la découverte de l'action du LSD sur la conscience que la neurochimie, qui venait alors d'apparaître, a pu faire des progrès rapides et conduire au développement des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Grâce aux travaux de Robin Carhart Harris à l'Imperial College de Londres, une découverte majeure a été faite. Contrairement aux attentes, les psychédéliques ne stimulent pas l'activité cérébrale globale, mais réduisent l'activité d'un réseau spécifique appelé le réseau du mode par défaut. La fonction du mode par défaut, c'est d'agir comme le chef d'orchestre du cerveau, de coordonner les différents systèmes spécialisés. Le mode par défaut est aussi responsable de la métacognition, de l'introspection et de la construction de la narration de soi, ce qui en fait le corrélat neuronal du moi, ou dit autrement, de l'ego. L'étude montre que la dissolution de l'ego, ressentie par les participants, est directement liée à la désactivation rapide du mode par défaut. Lorsque ce réseau central est mis en veilleuse, le cerveau entre dans un état de haute entropie, c'est-à-dire un état caractérisé par l'incertitude et le désordre. Libérées de la censure du mode par défaut, des régions du cerveau qui ne communiquent jamais d'ordinaire commencent à échanger des informations. Ces nouvelles connexions expliquent certains phénomènes comme pourquoi des souvenirs enfouis remontent brusquement à la surface. Elles expliquent aussi le phénomène de synesthésie, c'est-à-dire comment on peut voir des sons ou comment on peut entendre des couleurs. Michael Pollan intègre les recherches d'Alison Gopnik qui comparent l'état psychédélique à l'esprit des jeunes enfants. D'après Gopnik, l'adulte possède une conscience projecteur, focalisée et étroite, tandis que l'enfant possède une conscience lanterne, panoramique et diffuse. Comme le cerveau de l'enfant n'est pas encore bridé par un mode par défaut mature, il explore toutes les possibilités sans préjugés, ce qui favorise la créativité et l'apprentissage. Les psychédéliques permettent à l'adulte de retrouver temporairement cette plasticité cérébrale. La théorie du cerveau anthropique suggère que des troubles comme la dépression, l'anxiété, les addictions ou les TOC résultent d'un excès d'ordre. L'ego s'enferme dans des boucles de pensée rigides et destructrices, et les psychédéliques agissent en injectant de l'énergie dans le système pour briser ces schémas. Pour visualiser cet effet, on peut comparer l'esprit à une colline enneigée. Avec le temps, nos pensées, un petit peu comme des luges, creusent des sillons profonds dont il devient impossible de sortir. Les psychédéliques agissent comme une couche de neige fraîche qui recouvre tout et qui permet de tracer de nouveaux chemins plus sains sur une pente redevenue lisse. Le chapitre 6, intitulé « Le traitement planant », explore l'application clinique des psychédéliques pour traiter 3 domaines majeurs de la souffrance humaine: la mort et la détresse existentielle qui en découlent, l'addiction et la dépression. Des chercheurs à NYU et à l'université Johns Hopkins étudient comment une dose unique de psilocybine peut soulager l'anxiété profonde des patients atteints d'un cancer en phase terminale. Le cas de Patrick Mettes illustre ce processus. Après une séance guidée, sa peur de la mort a disparu, remplacée par une certitude que, je cite, « l'amour est la force la plus puissante sur Terre ». Les résultats cliniques montrent que près de 80% des patients connaissent une diminution significative de leur détresse pour une durée d'au moins 6 mois. Cette transformation est attribuée à l'expérience mystique qui permet de se libérer de la prison du moi et de percevoir la mort comme une transition plutôt qu'une fin absolue. Dans le domaine des dépendances, notamment au tabac, les psychédéliques affichent des taux de réussite sans précédent. Une étude menée par Matthew Johnson a révélé que 80% des gros fumeurs restaient abstinents 6 mois après leur trip. Les participants décrivent un effet de vue d'ensemble, overview effect. En prenant du recul sur leur existence, leur addiction leur apparaît soudainement comme insignifiante et triviale face à l'immensité de la vie. Pour ce qui est de la dépression, les recherches dirigées par Robin Carhart Harris montrent que la psilocybine permet de briser les boucles de ressassement obsessionnel,
Les patients rapportent d'être sortis d'une prison mentale pour se reconnecter à leur sens, à leurs proches et à la nature. Bien que des rechutes surviennent après quelques mois, l'expérience offre un répit précieux et une nouvelle perspective sur la gestion des émotions. Le chapitre suggère que ces différents troubles partagent un mécanisme commun, une rigidité excessive de l'ego et une hyperactivité du réseau du mode par défaut. Les psychédéliques agiraient comme un redémarrage biologique qui injecterait de l'entropie dans un système trop figé, permettant à l'esprit de retrouver de la plasticité. L'épilogue relate la conférence Psychedelic Science de 2017, marquant l'intégration des psychédéliques dans la culture dominante avec le soutien de figures institutionnelles comme Tom Insel, neuroscientifique et psychiatre américain. Bien que la FDA autorise des essais avancés, l'absence de brevets et le modèle de traitement à dose unique freinent l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. En effet, la psilocybine est un produit naturel et le brevet sur le LSD a expiré il y a déjà des dizaines d'années. D'autre part, l'industrie pharmaceutique investit principalement dans ce qui est la plus rentable pour elle, à savoir le traitement de maladies chroniques à médication quotidienne. Et au-delà de la stricte médicalisation, il y a des pionniers comme Bob Gissi et Catherine MacLean qui plaident pour le mieux-être des personnes bien portantes, envisageant des centres de soins ou des cercles spirituels encadrés par des guides certifiés. Pour l'auteur, l'un des enseignements majeurs de ces voyages est que la conscience ordinaire n'est qu'une carte parmi d'autres de la réalité. Pollan conclut que ces expériences, bien que fugaces, permettent de découvrir une immensité cachée de l'esprit et de briser le monopole humain de la subjectivité en percevant la nature comme une présence vivante. En définitive, les psychédéliques révèlent que l'esprit est bien plus vaste et le monde bien plus interconnecté que ce que nos filtres quotidiens nous laissent habituellement percevoir. Maintenant, pour conclure, j'aimerais vous partager une rapide ouverture critique sur cette lecture. En fait, on pourrait ressortir de la lecture de ce livre avec un biais excessivement optimiste, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que les psychédéliques sont un traitement miracle pour certains troubles mentaux. En réalité, même si les résultats sont encourageants, les études réalisées sont encore peu nombreuses, certaines sont biaisées, d'autres portent sur des échantillons trop petits pour être généralisables, etc. En plus, d'autres obstacles méthodologiques se posent, notamment liés au fait que, contrairement à ce dont on a l'habitude dans le modèle de recherche médicale, ce n'est pas la molécule elle-même qui fait effet, mais plutôt l'expérience qu'elle induit, d'où l'importance primordiale du set and setting dont on a parlé. Mais pour autant, la recherche psychédélique ouvre de nombreuses portes aux implications multiples dans les domaines de la psychologie, de la santé mentale, de la psychothérapie, et même, osons le dire, dans notre rapport à la spiritualité et au monde dans lequel on vit. Pour moi, cette lecture m'a vraiment plu parce qu'elle a ouvert de nouvelles perspectives sur la notion de flexibilité psychologique, sur de nouvelles façons d'induire un changement comportemental et sur la nature de la conscience. Néanmoins, comme précisé, les recherches n'en sont encore qu'à leur balbutiement et pour ma part, je continuerai à m'informer sur les évolutions dans ce domaine. Nous arrivons à la fin de cet audio. J'espère avoir été à la fois assez clair et assez synthétique et peut-être vous avoir donné envie de lire ce livre. Je sais aussi que certaines personnes seront surprises par le contenu de cet audio qui sera sujet à débat, à l'instar du précédent, et je serai donc heureux de lire vos retours sur ce que vous en avez pensé. C'est tout pour aujourd'hui, alors je vous dis à très vite.